Michel Delorgeril, vous êtes médecin, épidémiologiste, chercheur au CNRS. Vous êtes auteur de nombreux livres sur les oméga-3, sur le cholestérol et sur les vaccins. Le dernier s'intitule « Les vaccins à l'ère de la Covid-19 ». Il est paru chez Kiwi. Même cas de figure. J'ai entre 12 et 14 ans, je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, je suis un médecin et je suis un scientifique. Et par conséquent, face à un produit de santé, avant de donner des conseils, je me renseigne, je m'informe et j'essaye de comprendre un peu quelles sont les données existantes concernant les vaccins concernés. Donc, pour le moment, le vaccin qui est proposé aux adolescents, c'est le Pfizer. Qu'est-ce que j'ai comme données concernant l'efficacité ? Elles sont très fragiles. Qu'est-ce que j'ai comme données concernant l'innocuité? Elles sont très fragiles, mais l'innocuité, c'est un problème secondaire. On peut accepter des effets indésirables d'un vaccin chez des individus ou dans une collectivité, mais à condition qu'on soit sûr d'avoir des bénéfices. Et pour le moment, avec le vaccin Pfizer, comme avec les autres vaccins, les bénéfices démontrés sont pas démontrés tout simplement. C'est les essais cliniques qui nous sont proposés, la façon dont ils ont été menés sont médiocres. Et d'ailleurs, les autorités sanitaires internationales et nationales n'ont autorisé ces produits que de façon provisoire. S'ils deviennent définitivement autorisés pour la mise sur le marché, il faudra qu'il y ait des données supplémentaires. Or, il n'y aura pas de données supplémentaires probablement. Donc la question principale, c'est est-ce que nous avons des données solides montrant l'efficacité du vaccin Pfizer? La réponse est non chez les adultes, c'est pas solide, c'est même très mauvais. Et chez les adolescents, on n'a quasiment rien du tout, c'est-à-dire zéro publication montrant l'efficacité de ce vaccin. Donc je vois pas comment, vu la faiblesse des données scientifiques, et c'est mon métier, je pourrais conseiller à quelqu'un d'administrer ou de recevoir ce type de produit de santé. Alors, juste un mot, il y a des règles très précises concernant les autorisations de mise sur le marché pour les produits de santé, et très paradoxalement, ces règles ne sont pas respectées pour les vaccins. C'est pas uniquement avec les vaccins anti-Covid, c'est aussi avec d'autres vaccins. Et donc là, on est face à une problématique qui est à la fois scientifique, médicale, éthique, et qui est traitée de manière très superficielle dans les médias conventionnels, on va dire ça, comme ça, mais aussi par les autorités sanitaires. Michel Delorgeril ? Oui. Qu'est-ce qui pourrait justifier, à vos yeux, qu'on rende un vaccin obligatoire auprès des soignants ? Alors, il faudrait évidemment que ce vaccin soit efficace. Et il faut que la démonstration de cette efficacité soit indiscutable pour des vrais scientifiques vraiment indépendants de l'industriel. Et là, on revient au vaccin Pfizer. J'insiste un tout petit peu. Le seul essai clinique qui ait été conduit à ce jour et qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en décembre 2020, c'est un essai qui est bâclé, qui est arrêté de manière prématurée. Le nombre de cas graves est ridiculement petit. Tous les investigateurs sont des employés du fabricant, donc du détenteur du brevet de Pfizer. Enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un essai clinique pour qu'il soit acceptable par des scientifiques, je veux dire des vrais scientifiques qui ont vraiment conduit des essais cliniques, qui savent de quoi ils parlent en épidémiologie d'intervention, tout a été mal fait, ce qui fait que les résultats de l'essai Pfizer n'est pas crédible. Je vais vous donner juste un exemple que je trouve presque terrible. Tous les médias conventionnels ont clamé que ce vaccin diminuait la mortalité due au Covid. Bon, pour démontrer un effet sur la mortalité par un vaccin, il faut un essai clinique. C'est la seule manière crédible de démontrer l'efficacité sur la mortalité. Eh bien, je vous pose la question, combien il y a de morts dues au Covid dans l'essai Pfizer? C'est pas il y en a zéro. Voilà. Mais vous savez, ça c'est vraiment le problème principal qu'on a en ce moment, c'est que beaucoup de gens parlent sans avoir lu les essais cliniques. Alors, dans l'essai clinique de Pfizer, il y a 0 décès.
comment peut-on après clamer que ce vaccin sauve des vies ou a diminué la mortalité? Alors, je comprends bien que les gens ont besoin d'être rassurés, qu'on a besoin de dire des choses, qu'il faut occuper les plateaux de télé, etc. Et alors, on va se rassurer en prenant des données d'épidémiologie, d'observation. Et comme vous savez, en sciences médicales, il y a deux importants domaines. C'est l'épidémiologie d'observation, qui est une science médicale, on va dire, extrêmement faible, sur lequel on ne peut jamais donner et démontrer des relations de causalité. Et d'ailleurs, jamais une autorité de santé va autoriser la mise sur le marché d'un produit uniquement sur la base de l'épidémiologie d'observation. Donc, c'est à mettre de côté. Et c'est l'autre domaine, c'est l'épidémiologie d'intervention. Tous les médicaments qui sont autorisés sur le marché aujourd'hui, modernes en tout cas, ont conduit de manière plus ou moins bonne, je suis prêt à le discuter, mais c'est de l'épidémiologie d'intervention, des essais cliniques qu'on l'on appelle essais cliniques randomisés en double aveugle. Et évidemment, il faut que les investigateurs soient indépendants du sponsor, au minimum, surtout si ce n'est pas de l'aveugle. Dans l'essai Pfizer, c'est un essai randomisé, mais il n'est pas conduit en double aveugle. C'est-à-dire la précaution minimale des essais cliniques ne sont pas respectées par exemple, mais c'est exactement la même chose pour les autres essais cliniques, ne sont pas respectés dans l'essai Pfizer. Il suffit de lire la première page de l'article, c'est un essai qui est observer blinded. Pour les anglophones, c'est pas facile à comprendre ce qu'ils veulent dire. Après, il faut étudier la méthodologie. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ça veut dire que les seringues étaient simplement reconnaissables et par l'infirmière ou le technicien qui administre le vaccin et par le patient aussi. Donc, on n'est pas en double aveugle. Et cette précaution indispensable qui est requise par toutes les autorités sanitaires n'est pas respectée dans l'essai Pfizer. Donc, c'est pas crédible. Je ne suis pas en train de dire que ce vaccin n'est pas obligatoire. En fait, je suis en train de dire que les données qui me sont présentées ne me permettent pas de conclure, ni dans un sens, le vaccin est efficace, mais je ne peux pas dire non plus que le vaccin est inefficace. En fait, j'en sais rien. Et quand je ne sais pas, comme médecin, qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens. C'est la règle basique de la médecine depuis l'Antiquité. D'abord, ne pas nuire, et ensuite, dans le doute, je m'abstiens. Michel Delorgeril? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut revenir sur des bases réelles, c'est-à-dire des bases scientifiques. Vous savez, la médecine, pendant des siècles, les médecins se disputaient. Faut-il mettre les gousses d'ail au pied du lit du mourant ou à la tête du lit du mourant? C'est toute l'histoire de la médecine n'est faite que de discussions un peu de type bavardage et puis de disputes qui servaient à rien. Le XXe siècle, surtout la deuxième partie du XXe siècle, a permis un bond considérable dans la médecine scientifique. C'est ce bond considérable, ce sont les essais cliniques randomisés en double aveugle. J'y reviens. Et alors, j'y reviens de deux manières. J'aimerais bien développer un tout petit peu. Premièrement, à propos des adolescents. Si on propose un vaccin aux adolescents, la première chose à faire, c'est de leur dire que ça sert à quelque chose. Autrement dit, que ce vaccin est efficace pour les protéger eux, mais aussi pour empêcher la contagiosité, c'est-à-dire la dissémination à partir d'eux. Ces deux choses-là ne sont pas démontrées, scientifiquement en tout cas. Alors on peut bavarder, dire qu'on a la conviction que on a vu que c'est évident que, etc. Mais non, ça n'a pas de sens parce que c'est de l'ordre de l'observation, et l'observation, c'est le nid de tous les biais et de toutes les erreurs. Et par exemple, en Israël. Alors Israël, c'est le pays qui a le vacciné le plus vite et le plus sa population. Et on le présente comme l'exemple indépassable. Ouais, c'est de l'observation, c'est pas un essai clinique qu'on a fait en Israël. Et alors qu'est-ce que l'on a vu en vérité en Israël? Et si on ouvre les yeux, c'est qu'il y a eu trois choses en même temps. Premièrement, il y a eu un pic épidémique, mais toutes les flambées épidémiques arrivent à un pic, puis descendent naturellement, sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est ce qu'on a vu. Alors, on peut aider un peu. Par exemple, un confinement peut aider à atteindre le pic et puis la redescente, la régression de la flambée épidémique. Donc, le confinement est vraiment quelque chose de très efficace. Et puis, troisièmement,
Donc, je reprends, l'extinction naturelle de la flambée, qui peut être définitive ou transitoire, c'est probablement ce qui se passe dans de nombreux pays où on vaccine pas et où on confine pas, ou très peu. Deuxièmement, le confinement. En Israël, ils ont été un petit peu laxistes avec le premier confinement. Par contre, le troisième ou le deuxième, si vous voulez, c'était le même. Là, ils ont été d'une rigueur extrême. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On sortait plus en Israël. Et c'est efficace. Ça, c'est efficace. Il y a pas d'essai clinique, mais là, c'est tellement évident que personne ne peut le discuter. Et en même temps, il y a eu la vaccination. Alors, que l'on puisse dire que c'est la vaccination qui a permis l'extinction peut-être transitoire, j'espère définitive, de l'épidémie en Israël, c'est une erreur. Vous avez 3 facteurs qui ont contribué. Dire que c'est la vaccination, c'est abusif. En tout cas, c'est pas scientifique. D'autant plus que dans certains pays, il y a une courbe parallèle entre la vaccination et l'épidémie. On a vu ça au Chili, on a vu ça en Mongolie, on a vu ça dans d'autres pays. Et donc, il faut tenir compte de tout. Et si vous restez au niveau observationnel, vous allez vous disputer. Vous allez dire, oui, j'ai la conviction que, je pense qu'il est évident que. Non, ça, c'est pas bon, c'est pas de la science. On a appris au XXe siècle, surtout au XXIe siècle, que c'est les essais cliniques qui permettent de démontrer l'efficacité. Chez les adolescents, est-ce que le vaccin Pfizer est efficace? Qu'est-ce qu'on a comme documents qui nous permettent d'évaluer l'efficacité du Pfizer chez les adolescents? Écoutez, on n'a rien. Ouais, quand je dis rien, on n'a rien. Sinon, des rapports de l'industriel aux médias. Comment voulez-vous que des scientifiques évaluent un vaccin correctement dans une population spécifique s'ils n'ont pas les documents indispensables à ce travail? Donc aujourd'hui, on est aujourd'hui exactement dans cette problématique. Pas de données. Comment voulez-vous conclure? Comment va-t-on évaluer la contagiosité? Comment va-t-on évaluer que la vaccination des adolescents va diminuer la contagiosité vers les autres? On va dire ça, les autres. C'est-à-dire le principe du vaccin altruiste. Il n'y a pas de démonstration scientifique. On pourrait le faire. On aurait pu le faire. Mais on ne l'a pas fait. Exactement comme les essais cliniques avec le vaccin Pfizer, on aurait pu très bien travailler. On aurait pu attendre un peu. On aurait pu faire du double aveugle. On aurait pu confier l'essai clinique à des investigateurs qui ne soient pas des employés du sponsor. Vous voyez un peu le conflit d'intérêts. Ce sont les employés du sponsor, c'est-à-dire de Pfizer, qui conduisent l'étude. Tout leur intérêt, évidemment, c'est que ça marche. C'est leur salaire, c'est leur carrière, c'est leur avenir, c'est leur ambition, etc. Donc ça, c'est un biais tellement majeur qu'il est incompréhensible que personne ne le voit, mais je sais que beaucoup le voient, mais surtout que personne ne le dise. Il faut arrêter donc de prendre les données d'observation comme des données définitives. Et on a été, je pense, au cours des derniers mois, tellement déçus avec tous ces experts qui circulent sur les plateaux de télé, des professeurs, des universitaires, des académiciens, je ne cite personne, mais qui se sont trompés à chaque fois. Et qui se sont trompés, et c'est ce qu'on est en train de voir aussi au Royaume-Uni. Ils ont dit on a gagné, on est les plus forts, on a le meilleur vaccin, et puis on voit que c'est pas si bon que ça et que ça a l'air de repartir. Alors on accuse le virus. C'est ridicule. Vous voyez, peut-être que c'est le virus. À la fin, c'est le virus qui aura le dernier mot. Soit il continue à s'amuser avec nous, soit il va se reposer avant la prochaine étape. Alors, dernier mot, Michel Delorgeril. Il nous reste 1 minute 15. Oui, écoutez, j'ai quand même subi des agressions multiples là, alors que moi je m'adresse pas spécialement à Monsieur Bréchot. Il supporte pas mon scepticisme et il le montre par toutes sortes d'agressions verbales, alors que je n'ai rien fait de la sorte. Ce qui est très très important et le message que je retiens de Monsieur Bréchot là, c'est qu'il ne comprend pas la médecine scientifique. C'est-à-dire, il fait pas la différence entre des essais cliniques où on teste l'effet d'un vaccin sur la maladie et pas sur la production d'anticorps ou sur une charge virale, etc. dans un tube. Vous voyez, ça c'est le discours un peu qui entraîne la confusion, parce que vous voyez, lui-même il fait plus la différence entre l'efficacité clinique et puis l'efficacité sur tel ou tel variant. Il n'y a aucune étude qui a montré un effet sur tel ou tel variant en clinique. Évidemment, c'est impossible à faire. Organiser un essai clinique, c'est un métier. C'est pas
pas celui de M. Bréchot. Je le vois bien, je le comprends rien qu'à l'entendre. Je vois qu'il a aucune expérience dans ce domaine, mais il a de l'expérience dans d'autres domaines et je le respecte tout à fait. Et moi, ma conclusion, c'est ça. Hein. Il y a dans notre pays aujourd'hui, on dirait deux clans. Hein. Il y a le clan des gens qui sont persuadés à l'avance. C'est basé essentiellement sur des préjugés ou sur des options politique, il faut trouver quelque chose pour arrêter la pandémie, il faut trouver une solution, etc. Bon, ça, je le comprends très bien. Ce sont des gens qui sont persuadés à l'avance, qui ont des convictions, je dirais même plus des préjugés. Et puis, il y a le clan des sceptiques. Et dans le clan des sceptiques, il y a essentiellement... Alors, il y a évidemment quelques antivax qui ne raisonnent pas plus que ceux qui sont absolument convaincus que le vaccin va faire des miracles. Vous voyez, ces deux clans extrêmes, ce que j'explique dans mon livre, c'est une guerre de religion. Or, et c'est vraiment le point fondamental, nous vivons en démocratie. Et dans toute démocratie, lorsqu'il y a un conflit, une discussion, une discordance, il faut arriver à un compromis. On ne peut pas avancer sans faire de compromis. Eh bien, vous voyez, mon point de vue, qui est simplement le point de vue d'un scientifique et médecin, sceptique, je suis sceptique vis-à-vis de tout ça. Comment on fait pour écouter les sceptiques? Aujourd'hui, ils n'ont pas droit à la parole. Et je tiens à remercier votre chaîne et vous, le présentateur, qui avez fait très bien votre travail de donner enfin la parole à un sceptique qui n'est pas un fou furieux qui est contre les vaccins. Je ne suis pas contre les vaccins, j'ai écrit un livre là-dessus. Je vous remercie de me remercier, mais malheureusement, je vais devoir vous couper la parole parce qu'on a terminé. Une dernière phrase. Une dernière phrase. Il faut arriver à un compromis. Pour avoir un compromis en démocratie, il faut que les gens s'écoutent et pas s'insultent. Vous voyez, moi j'ai subi des insultes de la part de ce monsieur, mais c'est invraisemblable. Moi je lui ai insulté au moment. Je vous interromps tous les deux. Allez, très bien.